Le sol du Sahel n'est plus seulement de la poussière, c'est désormais le socle d'un nouvel ordre mondial. Trois nations, jadis soumises, se dressent à présent pour défier des siècles de domination occidentale. Êtes-vous prêt à assister à ce bouleversement? Cette question simple en apparence cache en réalité la profondeur d'un moment historique que peu avaient anticipé. Car le Sahel, longtemps regardé comme une marge, devient le centre d'une recomposition globale, une scène où se joue ni plus ni moins que le destin de l'Afrique et, par ricochet, celui du monde. Il y a à peine quelques jours, le capitaine Ibrahim Traoré s'est imposé à la tête de l'Alliance des États du Sahel. Ce n'était pas un passage de relais ordinaire, mais un acte de rupture radicale. Sous les projecteurs, il a lancé un avertissement qui claque comme un orage, l'ère où l'on demande la permission d'être libre est terminée. Ces mots ne résonnent pas seulement dans les palais présidentiels, mais aussi dans les marchés poussiéreux de Ouagadougou, dans les villages reculés du Niger, sur les rives du fleuve Niger au Mali. Partout, ils trouvent écho dans le cœur de ceux qui, depuis toujours, attendent la justice. Derrière cette phrase, ce n'est pas seulement une question de pouvoir qui se joue, mais la survie même d'un peuple. Pour le Sahel et pour toute l'Afrique, il s'agit de reprendre la maîtrise de ses richesses, de ses terres, de son destin. Pour la première fois depuis plusieurs générations, une voix claire s'élève pour proclamer « Nous ne nourrirons plus les rêves des autres pendant que les nôtres demeurent en sommeil ». Cette phrase simple mais puissante rappelle les paroles de Patrice Lumumba, qui lors de l'indépendance du Congo déclarait « Le Congo ne sera plus le champ de bataille des puissances étrangères ». Le parallèle est frappant, car aujourd'hui, le Sahel reprend à son compte ce cri de dignité, refusant d'être le simple fournisseur de matières premières bon marché pour des économies lointaines. Imaginez ce que cela représente. Durant des décennies, les ressources africaines ont alimenté des économies étrangères, tandis que des millions d'Africains restaient enfermés dans une pauvreté imposée. Si l'Afrique cesse d'être le grenier du monde sans récolter les fruits de son labeur, que se passe-t-il? Le système monétaire mondial, la domination du dollar et même l'architecture politique internationale, tout pourrait vaciller. Pour prendre un exemple concret, l'uranium nigérien, essentiel pour alimenter près de 70% des centrales nucléaires françaises, part chaque année vers l'Europe alors que 70% de la population nigérienne n'a pas accès à l'électricité. Si demain, cette ressource était nationalisée et valorisée localement, l'équilibre énergétique de toute l'Europe serait menacé et le Niger pourrait devenir un pôle régional de production électrique. La prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré dépasse le simple cadre militaire ou la défense de frontières. C'est un cri pour la dignité, l'autonomie économique et la fierté retrouvée d'un continent. Si cette révolution échoue, l'exploitation continuera implacable. Mais si elle réussit, c'est la fin d'un ordre mondial figé, la fin de la dépendance, l'aube d'une Afrique souveraine. Un exemple historique illustre bien cette alternative, la révolution de l'Algérie qui, en 1962, mit fin à 132 années de colonisation. Le choix n'était pas seulement politique, mais existentiel, rester soumis ou risquer tout pour la liberté. Le Sahel, aujourd'hui, se trouve à une croisée semblable. Et vous, où étiez-vous lorsque l'histoire a commencé à s'écrire autrement? Cette question n'est pas anodine. Elle interpelle chacun d'entre nous, membres de la diaspora comme habitants du continent, sur notre place dans ce moment charnière. Allons-nous rester spectateurs ou deviendrons-nous acteurs de cette transformation? Pour mesurer l'ampleur de ce séisme, il faut revenir à la réalité quotidienne des peuples du Sahel. La géopolitique se joue d'abord dans la vie de tous les jours, dans les gestes simples, les attentes, les souffrances et les espoirs de millions de personnes trop souvent invisibles. Avant de comprendre comment cette alliance bouleverse l'ordre établi, il faut plonger dans les conditions concrètes du Sahel. Que vivent vraiment ses habitants jour après jour? Les statistiques mondiales parlent d'elles-mêmes. Dans la bande sahélienne, plus de 50% des familles vivent avec moins de 2 dollars par jour. Mais au-delà des chiffres, il y a des visages, des parcours, des tragédies silencieuses et des victoires minuscules qui, mises bout à bout, composent la trame d'un peuple résilient. Imaginez Amadou, 60 ans, le regard fatigué, qui observe l'or de son pays s'envoler loin, tandis que ses enfants s'endorment le ventre vide. Pourquoi tant d'injustice, si longtemps tolérée? Comment expliquer que la vie d'Aïcha, sa voisine, soit encore rythmée par la peur du lendemain, alors que les trésors du sol africain bâtissent les fortunes de l'Occident? Amadou se souvient de l'époque où son père travaillait dans les champs de coton, rêvant d'un avenir meilleur pour ses enfants. Mais les générations passent, et les promesses non tenues s'accumulent. Pour Aïcha, chaque matin est une nouvelle bataille.
Trouver de l'eau potable, nourrir ses enfants, espérer que la saison des pluies sera clémente. Pour Amadou, pour Aïcha et pour des millions de familles Manplate du Sahel, le passé n'est pas qu'un souvenir, c'est un fardeau quotidien. Depuis plus de 60 années, ils ont vu le coton, l'or, l'uranium quitter leur terre, direction Paris, Bruxelles, Londres. Pendant ce temps, eux survivent en de récoltes maigres, sous le poids d'espoirs trahis. En 1960, lors des indépendances africaines, on promettait la prospérité, la liberté, l'autosuffisance. Mais très vite, un autre système s'est mis en place. L'aide conditionnée, l'endettement et un commerce inégal où la valeur ajoutée restait toujours à l'étranger. Les présidents se sont succédés, souvent imposés par d'autres, vêtus à la mode étrangère, promettant un avenir qui n'arrivait jamais. Les mêmes discours, les mêmes sourires, mais rien ne changeait vraiment. Cette situation n'est pas propre au Sahel. On la retrouve dans toute l'Afrique francophone, du Cameroun à la Côte d'Ivoire. Les élites formées à l'étranger rentrèrent avec des valises de concepts prêts à l'emploi, mais sans jamais toucher la réalité du terrain. Les infrastructures restaient embryonnaires, les systèmes éducatifs déconnectés des besoins locaux. Cette patience forçait à sculpter une détermination silencieuse. Le peuple a appris à se taire, à endurer, à scruter le ciel en quête de pluie, ou à attendre une aide venue d'ailleurs. Pourtant, chaque convoi qui part, chargé de richesses, creuse un peu plus le sentiment d'abandon. Une génération entière s'est sacrifiée sur l'autel d'intérêts étrangers. Ce scénario rappelle celui de l'Inde coloniale, où les Britanniques, pendant près de 2 siècles, exportèrent les matières premières et importèrent les produits finis, laissant derrière eux une population appauvrie mais de plus en plus consciente de l'injustice subie. De la même façon, chaque camion d'or ou d'uranium quittant le Sahel est un rappel cuisant de la dépossession. Mais aujourd'hui, un souffle nouveau traverse les villages et les marchés. Ibrahim Traoré, un fils de la terre, prend la parole. Il ne parle pas comme un politicien, mais comme un frère, un voisin, un soldat qui connaît la faim, la peur et la colère. Son discours n'est pas celui d'un technocrate, mais l'appel sincère d'un homme prêt à défendre la maison commune. À Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, ces mots sont repris dans les radios locales, débattus dans les cafés, analysés dans les universités. Cette proximité tranche avec le style distant des dirigeants précédents et donne à sa parole une force inédite. Son arrivée à la tête de l'Alliance des États du Sahel bouleverse les repères. Dans les rues, les regards changent, la fierté revient. Le projet AES ne s'appuie pas seulement sur des mots, il incarne la conviction profonde d'avoir, enfin, le droit de choisir sa destinée. C'est le cœur battant d'un nouveau chapitre africain. On voit fleurir des initiatives citoyennes, des coopératives agricoles, des mouvements de jeunesse qui se mobilisent au fond pour nettoyer leurs quartiers, reconstruire des écoles ou encore organiser des marchés solidaires. L'espoir devient palpable, concret. Pourtant, l'équilibre reste précaire. Si l'Afrique manque ce rendez-vous, c'est toute une génération qui risque de sombrer, condamnée à la misère, à la faim ou à l'exil forcé vers des terres hostiles. Le moindre faux pas, le moindre retour en arrière, et la roue de l'histoire écrasera de nouveau les rêves de millions d'enfants. Prenons l'exemple de la Libye post-Kadhafi. La chute du régime, sans véritable projet de reconstruction nationale, a plongé le pays dans le chaos, multipliant les drames humains et les départs massifs vers l'Europe. Le Sahel, conscient de ce risque, avance sur une corde raide, mais avec une détermination rare. La vision de Traoré va bien au-delà d'un simple élan de fierté. Elle porte l'ambition de déraciner un système entier, de transformer la colère en pouvoir, pour que l'Afrique devienne enfin maîtresse de ses ressources et de son avenir. C'est une démarche qui rappelle l'expérience du Botswana, pays enclavé d'Afrique australe, qui, après l'indépendance, a choisi de nationaliser ses mines de diamants et d'investir massivement dans l'éducation et la santé. Résultat, en moins de 2 générations, le Botswana est passé du statut de l'un des pays les plus pauvres du monde à celui de miracle africain. Mais pour comprendre ce basculement historique, il faut revenir en arrière, explorer les racines de la domination occidentale et les ressorts du néocolonialisme. Comment l'Afrique a-t-elle été enfermée dans ce piège et que faudra-t-il pour en sortir ? Alors que la planète détourne le regard, le Sahel prépare sa renaissance, loin du bruit des projecteurs. Sous la bannière flamboyante de l'Alliance des États du Sahel, une rupture historique s'amorce. La soumission aux structures néocoloniales touche à sa fin. Désormais, chaque décision résonne comme un coup de tonnerre dans les capitales occidentales. Ce processus s'inscrit dans la lignée d'autres mouvements de rupture, la révolution cubaine en 1959, la montée des BRICS au début du XXIe siècle, ou encore l'OPEP qui, dans les années 70, bouleversa le marché pétrolier mondial. Première manœuvre, le retrait calculé de la CEDEAO.
devenu le symbole d'une tutelle étrangère sous masque africain. Ce départ n'est pas une fuite, mais un acte de souveraineté. L'AES affirme « Les règles du jeu se fixent à Bamako, Niamey et Ouagadougou, non plus à Paris ou à Washington ». Ce geste rappelle la sortie de l'Inde du Commonwealth en 1949, ou celle de l'Algérie de la francophonie, symbolisant la volonté de rompre les liens de dépendance institutionnalisés. Mais la révolution va plus loin. Une banque confédérale naît, prête à financer la croissance selon des critères africains, rompant avec les circuits financiers occidentaux. Les médias indépendants se multiplient, défiant le monopole de l'information dictée de l'extérieur. Côté militaire, l'intégration devient concrète. Les trois nations conjuguent leurs forces, déterminées à défendre frontières et intérêts communs. Un exemple frappant, la création d'une force conjointe antiterroriste dotée de moyens mutualisés, de renseignements partagés et de formations communes. Cela rappelle la création de l'OTAN, mais à une échelle africaine, avec la volonté de répondre à des menaces spécifiques, adaptées au contexte local. Face à cette montée en puissance, la panique gagne Washington et Paris. Sanctions économiques, menaces voilées, campagnes de désinformation orchestrées sur tous les canaux mondiaux. Aucun outil n'est écarté pour tenter d'étouffer cette rébellion perçue. Pourtant, l'AES tient tête. Sa stratégie est limpide, son objectif assumé. On se souvient des sanctions économiques imposées à Cuba après 1960 ou à l'Iran plus récemment. Ces mesures, souvent présentées comme inévitables, peinent à briser l'élan d'une population déterminée à résister. Unir le Burkina Faso, le Mali et le Niger en un bloc solide, contrôler ensemble les ressources, uranium, or, coton, et bâtir un pôle géopolitique incontournable. À chaque avancée, l'espoir renaît sur tout le continent. L'histoire africaine compte d'autres tentatives d'union. La Fédération du Mali dans les années 60, la tentative d'union entre le Sénégal et la Gambie, le rêve de Kwame Nkrumah d'une Afrique unie. Mais jamais encore l'urgence n'a été si forte, ni le contexte si favorable. Le passeport biométrique commun n'est pas un simple document administratif. Il symbolise la reconquête de l'identité et la fierté d'appartenir à un espace souverain. Fini le temps où l'on devait mendier la permission de circuler chez soi. Ce geste rappelle l'Union européenne qui, dès les années 90, a instauré la libre circulation pour ses citoyens. Mais ici, il s'agit d'un acte de réparation et de reconquête, après des décennies de frontières arbitrairement tracées par la colonisation. Mais l'idée qui secoue les marchés, c'est celle d'une monnaie commune adossée à l'or. Elle vise à enterrer le franc CFA et à s'émanciper du dollar, défiant de front le vieux système monétaire colonial. Si ce projet aboutit, il pourrait ouvrir la voie à toute l'Afrique. L'histoire économique regorge d'exemples où la création d'une monnaie propre fut un acte de libération. Le dinar algérien en 1964, le réal brésilien en 1994 ou encore le yuan chinois, aujourd'hui instrument majeur de la puissance de Pékin. Pourtant, le pari est risqué. Défendre l'autonomie expose à la désinformation, au sabotage économique, voire à des interventions extérieures. Mais si le Sahel triomphe, ce sera la première vraie victoire contre la dépendance et l'aube d'une Afrique enfin maîtresse de son destin. L'expérience de la Corée du Sud, qui dans les années 70 a résisté aux diktats des institutions financières internationales pour développer sa propre industrie, montre que le chemin est semé d'embûches, mais possible pour qui reste soudé et déterminé. Au cœur de ce bouleversement, le capitaine Ibrahim Traoré incarne l'audace de la jeunesse africaine. Son ascension va tout changer et l'ordre mondial vacille déjà. Le contraste avec les figures politiques du passé est saisissant. Là où Mobutu, Bokassa ou Compaoré se contentaient de gérer une rente, Traoré affiche la volonté de bâtir, de réformer, de partager les fruits de la croissance. Son parcours militaire, ses discours sans langue de bois, son refus des privilèges personnels en font un symbole d'intégrité et de proximité. Et si la réussite du Sahel devenait le moteur d'un renouveau africain à l'échelle du continent ? Imaginez, l'étincelle partie d'Afrique de l'Ouest franchit les frontières, transformant les rêves de générations entières, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Des mouvements similaires pourraient voir le jour au Tchad, en Centrafrique, en Guinée, créant une dynamique de contagion positive. L'histoire montre que les révolutions victorieuses inspirent toujours au-delà de leurs frontières. La Révolution américaine, en 1776, a donné naissance à la Révolution française 13 ans plus tard, puis à une vague d'émancipation à travers l'Europe et l'Amérique latine. La diaspora, jadis simple relais financier, change de rôle.
Désormais médecins, ingénieurs, professeurs, entrepreneurs, de Paris à New York, de Montréal à Johannesburg, envisagent de revenir ou d'investir leur énergie, leur savoir, leur capital là où bat le cœur de l'Afrique nouvelle. Les initiatives de retour volontaire, les incubateurs de start-up africaines, les plateformes de mentorat et d'investissement connaissent un essor inédit. À titre d'exemple, l'initiative Décollage Afrique a permis à plus de 10 000 jeunes diplômés de la diaspora de contribuer à des projets locaux au Ghana, au Nigeria et désormais au Sahel. Ce mouvement va bien au-delà du symbole. Il prépare une révolution industrielle, numérique et culturelle prête à briser le cycle de la dépendance. Car la réussite du Sahel agit comme un aimant. Elle attire les talents, rallume la fierté et bouscule les vieux préjugés d'une Afrique condamnée à la marge. Les start-up technologiques poussent à Bamako, les films burkinabés rayonnent dans les festivals internationaux et les jeunes créateurs de mode nigériens voient dans soi leurs œuvres défiler à Paris. C'est une dynamique contagieuse. À Accra, à Dakar, à Rabat, les élites observent, doutent, calculent, et si nous aussi nous inventions notre propre modèle de renaissance? Les universités africaines, longtemps délaissées, deviennent des laboratoires d'expérimentation, où se croisent sociologues, ingénieurs, artistes. Des think tanks locaux émergent, proposant des politiques publiques adaptées aux réalités africaines, loin des modèles importés. Cette fois, les choix de l'Alliance des États du Sahel ne passent pas inaperçus. Les alliances ne sont plus dictées, mais choisies. La Chine et la Russie, longtemps décriées par l'Occident, deviennent des partenaires clés dans la lutte pour une souveraineté authentique. Le développement de la coopération Sud-Sud prend une dimension nouvelle. Échanges universitaires, transferts de technologies, cofinancement d'infrastructures. La construction du chemin de fer Bamako-Niamey-Ouagadougou, porté par des partenariats sino-africains, symbolise cette volonté d'indépendance logistique et économique. Mais ce tournant est risqué. Quand la souveraineté grandit, certains intérêts étrangers s'agitent. Sabotage économique, sanctions ciblées, campagnes de désinformation, tentatives de division interne, la riposte s'organise dans l'ombre. Le passé colonial fourmille d'exemples de telles stratégies. La déstabilisation du Congo après la mort de Lumumba, le soutien occulté à des rébellions armées, la manipulation médiatique pour discréditer les leaders africains. Les réseaux sociaux modernes ne font qu'amplifier ces menaces, rendant la vigilance essentielle. L'histoire l'enseigne, à chaque révolution, sa contre-révolution. Le prix de la liberté reste élevé, surtout pour briser les chaînes du franc CFA et la domination du dollar. Si l'alliance échoue, le risque est immense. Retour à l'ordre ancien, effondrement de l'espoir et l'exil prolongé pour des millions d'Africains contraints de fuir la misère. Le scénario de la Côte d'Ivoire en 1999, après le coup d'État qui mit fin au miracle ivoirien, montre à quel point une transition mal préparée peut annihiler des années de progrès. Mais si elle réussit, l'Afrique n'a jamais été aussi proche de tourner définitivement la page de la pauvreté organisée. Alors se dessineront des infrastructures modernes, une éducation adaptée et l'émergence d'une identité forte et fédératrice. Les plans de développement à long terme, inspirés par le modèle éthiopien de croissance axé sur les infrastructures, pourraient transformer le Sahel en un corridor logistique, agricole et industriel reliant l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale et au Maghreb. Pour la première fois depuis des siècles, l'Afrique peut écrire sa propre histoire. Montrer au monde que la dignité n'est pas un luxe, mais un droit fondamental. Cette prise de conscience s'accompagne d'une révolution culturelle. Les écrivains, les cinéastes, les musiciens africains s'approprient leurs récits, racontent leur version de l'histoire, déconstruisent peu les mythes et les stéréotypes accumulés pendant des générations. La diaspora, la jeunesse, les intellectuels et les travailleurs forment ensemble la colonne vertébrale de cette renaissance. L'enjeu est vital. Tenir, résister, avancer, afin que le miracle du Sahel devienne, demain, le standard de tout le continent. Le rôle des femmes, longtemps relégué à l'arrière-plan, devient central. Elles dirigent des coopératives agricoles, créent des associations de microcrédit, innovent dans la santé et l'éducation communautaire. Mais comment franchir le dernier cap ? Qu'est-ce qui transformera cet espoir brûlant en réalité concrète ? Cette question, à la fois simple et abyssale, exige des réponses précises, des plans d'action, des engagements clairs. Car l'histoire ne se contente pas de promesses, elle exige des actes. Il faut maintenant explorer les stratégies concrètes, les obstacles restants et l'engagement de chaque acteur du changement. Car la route vers la souveraineté véritable est semée d'embûches, mais aussi de possibles inattendus.
L'exemple du Rwanda qui, après le génocide de 1994, a réussi à reconstruire son économie, à éradiquer la corruption et à devenir un modèle de gouvernance, montre que rien n'est impossible si la volonté politique est ferme et la mobilisation populaire réelle. Le temps de l'attente est révolu. Désormais, chaque individu, où qu'il se trouve, détient une part du destin collectif à façonner. Ce n'est plus l'affaire de quelques chefs ni de simples discours, l'enjeu c'est la mobilisation de tous, sur tous les fronts, et d'abord sur le terrain, là où chaque décision compte. À cet égard, l'exemple des brigades citoyennes qui, au Burkina Faso, organisent la surveillance communautaire contre les attaques de groupes armés illustre la puissance d'une mobilisation populaire coordonnée. Agriculture, sécurité, industrie. Sur ces piliers se bâtit la souveraineté. Mais la bataille ne se limite pas au sol. Elle se joue aussi dans les têtes, à travers le récit, les médias, la diplomatie. Le combat pour l'indépendance se mène autant par l'information que par la terre. L'expérience du Ghana, qui a lancé sa télévision nationale en 1965 afin de lutter contre la propagande coloniale, en témoigne. La bataille culturelle est aussi cruciale que la bataille économique ou militaire. Reprendre le contrôle des ressources n'est qu'un début. Il s'agit surtout de réinventer l'avenir. Chacun a un rôle, investir, dénoncer l'injustice, appuyer les initiatives locales, bâtir du solide. La diaspora, puissante de ses millions de cerveaux et de bras dispersés, doit devenir la muraille contre la propagande et les manipulations. Là où s'infiltrent les mensonges, elle doit restaurer la vérité, amplifier les victoires, déconstruire les préjugés. Des plateformes comme Africtiviste ou Diaspora africaine unie multiplient les campagnes de sensibilisation, de fact-checking et de soutien aux mouvements citoyens. Rompre les chaînes passe aussi par l'éducation, la coopération technique, l'innovation. Il faut miser sur la jeunesse, sur l'échange des savoirs, mais aussi sur la capacité à transformer chaque contrainte en tremplin. Qui maîtrise la technologie échappe à la servitude et devient artisan de son destin. L'exemple du Kenya, pionnier du paiement mobile avec M-Pesa, prouve que l'innovation endogène peut bouleverser les modèles économiques traditionnels et offrir des solutions adaptées aux réalités locales. Des outils émergent déjà. La Banque confédérale de l'Alliance des États du Sahel, indépendante des circuits occidentaux, est une arme inédite pour financer l'agriculture, l'industrie et l'innovation. Les médias souverains de l'AES, eux, servent de rempart, donnant la parole à ceux que l'on a trop fait taire. Des émissions radiophoniques en langue locale, des plateformes de streaming africaines, des journaux en ligne indépendants. Autant d'outils pour se réapproprier le récit national et continental. Le droit au retour ne doit plus rester une promesse vide. Il faut le rendre réel en facilitant l'apport de compétences et de capitaux par ceux qui veulent revenir, physiquement ou à distance. Chaque ingénieur, chaque médecin, chaque entrepreneur de la diaspora est une pièce essentielle du puzzle de la Renaissance africaine. Ce retour ne se limite pas à la nostalgie. Il s'agit d'un transfert concret de savoir, d'investissement et de réseau. Le Maroc, qui a mis en place des dispositifs d'incitation fiscale et de simplification administrative pour les entrepreneurs de la diaspora, offre un exemple inspirant. La victoire ne sera ni simple ni rapide. Elle exige la solidarité entre peuples et générations, la vigilance face à la déstabilisation et surtout la persévérance devant l'adversité. L'histoire l'enseigne, aucune révolution n'avance en ligne droite. Chaque victoire, même infime, prépare le terrain pour la suivante. En Afrique du Sud, la lutte contre l'apartheid a duré plus de 40 ans, mais elle a fini par triompher grâce à la ténacité collective. L'inaction serait la pire des défaites. Elle ouvrirait la voie à ceux qui rêvent d'une Afrique soumise. Mais l'engagement collectif, lui, protège la révolution et fait naître l'espoir. La victoire ne sera pas le fruit du miracle, mais celui d'un effort patient, partagé, assumé par tous. Pour cela, chacun peut agir, relayer les informations fiables, soutenir les initiatives économiques locales, encourager les jeunes à rester et à entreprendre. Le choix appartient désormais à chaque Africain, où qu'il vive, et à tous les amis de la justice. À chacun de décider de quel côté de l'histoire il veut s'inscrire. Ce choix, c'est celui de la dignité contre la résignation, de l'action contre l'attentisme, de l'unité contre la division. Mais ce choix, il faut l'arracher à l'inertie et au doute, car déjà, les forces opposées s'organisent dans l'ombre. Les fake news pullulent sur les réseaux sociaux. Les rumeurs de coups d'État ou de corruption visent à démobiliser. Face à cela, la vigilance, l'esprit critique et la solidarité sont les meilleures armes. La nuit de la soumission s'achève, mais l'aube n'appartiendra qu'à la vigilance des peuples.
L'histoire est un combat permanent, fait de veilles et de réveils, de défaites passagères et de victoires durables. Le Sahel aujourd'hui écrit une page que les générations futures liront avec fierté ou regret, selon notre capacité à tenir la ligne. Désormais, l'avenir de l'Afrique ne se décide plus dans les capitales étrangères. Il s'écrit ici, sur la terre du Sahel, où la volonté populaire gronde plus fort que toutes les tempêtes du passé. L'Alliance des États du Sahel, portée par le capitaine Ibrahim Traoré, n'est pas un simple accord, c'est l'acte de naissance d'une Afrique qui s'appartient enfin. C'est la continuité d'un combat séculaire entamé par les ancêtres qui, de Soundiata Keïta à Thomas Sankara, ont rêvé d'un continent libre, uni et prospère. Des décennies durant, nos ressources ont nourri d'autres continents, nos voix ont été muselées, nos espoirs piétinés. Aujourd'hui, le vent tourne. La peur change de camp. Un bouleversement irréversible s'annonce, mais rien n'est acquis. Tout dépendra de notre ténacité à rester unis, audibles et inébranlables. Les défis restent immenses, lutte contre la corruption, adaptation au changement climatique, gestion des migrations, formation des élites, mais pour la première fois, la solution est conçue sur place par et pour les Africains. Face à la menace insidieuse de la recolonisation, un seul rempart existe, la mobilisation totale de la diaspora et des peuples d'Afrique. Seule la solidarité, alliée à la fermeté, peut briser les chaînes du néocolonialisme. Aucun chef, aucun traité, aucun drapeau ne suffira si chaque Africain ne se lève pas, épaule contre épaule, pour défendre une volonté commune. Les expériences du passé, de la lutte pour l'indépendance à la résistance contre l'apartheid, montrent que seul l'engagement collectif permet de surmonter les obstacles les plus redoutables. Ne restons plus spectateurs. Chaque mot, chaque partage, chaque investissement, chaque main tendue bâtit la muraille de notre souveraineté. Les puissances étrangères ne renonceront pas sans tenter de semer la division, d'isoler, de salir cette révolution. Mais notre lumière, c'est la vérité révélée et la fraternité qui traverse toutes les frontières. Les réseaux de solidarité, les mobilisations en ligne, les campagnes internationales pour la justice et la vérité sont autant de leviers pour soutenir la cause du Sahel et, au-delà, de toute l'Afrique. L'heure n'est plus à l'attente. Ce qui se joue dépasse le Sahel. C'est le destin de tout un continent, et peut-être l'équilibre du monde entier. L'Alliance est une genèse, pas une parenthèse. Si la diaspora répond à l'appel, si chaque Africain refuse la peur, alors la vision de Traoré triomphera et l'Afrique ne sera plus jamais reléguée à l'arrière-plan. Les générations futures nous jugeront sur notre capacité à saisir cette chance, à transformer l'essai, à tenir le cap malgré les tempêtes. À chacun d'assumer son rôle, diaspora, citoyen, ami de la liberté. Il est temps de soutenir sans détour ce mouvement, de défendre la souveraineté africaine sur tous les fronts et de prouver à la planète que notre solidarité est inébranlable. Ensemble, nous pouvons imposer l'aube, une fois pour toutes, sur la terre africaine. Et lorsque l'histoire s'écrira, elle retiendra que, face à l'adversité, un peuple debout a choisi de conquérir sa liberté, non par la violence ou la haine, mais par l'intelligence collective, la solidarité et la foi inébranlable en son propre avenir.